Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. Donc, bonjour tout le monde. Le podcast est un petit peu différent aujourd'hui. Je vous explique, dans le fond, c'est un épisode spécial où on inverse les rôles. Yes. Donc, j'ai invité mon chum, Jay Nadeau, que vous avez probablement entendu lors de la saison 1 du podcast. Jake Stoked, qui est constamment en évolution depuis notre podcast. Peut-être qu'on va en parler un peu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est que je vous ai présenté beaucoup d'entrepreneurs de la Rive-Nord et des Laurentides. Et aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est Jay qui va me passer en entrevue puis qui va parler un peu de mon parcours parce que je trouvais ça drôle de vous parler justement d'entrepreneuriat sans que vous sachiez vraiment moi, je viens de où, puis qu'est-ce que je fais, puis pourquoi j'existe, puis pourquoi je fais un podcast. Pourquoi t'existes, même? Fait que Jay, à partir de maintenant, c'est toi l'animateur du Club Nordique. Hey. Garde-toi, mon chum. Bonjour tout le monde, bienvenue au Club Nordique, j'allais dire au podcast. Bienvenue au podcast du Club Nordique. Aujourd'hui, je reçois mon ami, mon propriétaire. C'est trop. Les petits immobiliers. Ouais. Bastien Carrière. Comment ça va, Bastien? Ça va très bien. Puis pour les gens qui ne comprennent pas ce que tu viens de dire à la maison, c'est que Jay, dans le fond, habite dans un de mes duplex. Ouais, dans sa maison. Fait qu'on a tout le temps cette drôle de relation-là où c'est mon ami, mais en même temps, quand je rentre chez eux, je suis comme... C'est chez nous, ça. Le chauffage, t'as combien, ça? 18? Ben, c'est ça. C'est toi qui fais l'électricité. Ben oui, c'est ça. Fait trop frette. Trop frette. C'est pas bon pour les tuyaux. Fait que toi, Bastien, t'es courtier immobilier. Ouais, exactement. Comment ça? Crime, mais tu pars fort avec les questions, mon homme. Ouais, dans le fond, si on veut faire un petit backup de comment j'en suis venu là, ouais. Le courtage immobilier, ça a tout le temps fait partie des trucs que j'ai considéré dans la vie faire, dans le sens où j'ai tout le temps pensé à l'immobilier, j'ai toujours trouvé que c'était un milieu qui avait l'air quand même intéressant, mais le courtage, j'avais un petit frein quand même, juste parce que comme tout le monde qui écoute ici le sait, il y a un aura. Il y a un aura autour des courtiers immobiliers, puis aussi, c'est pas un métier qui est généralement très apprécié par le public, disons. Fait que... Je pense que c'est plus dans le passé, là, mais ouais. Ouais, mais je pense qu'il y a encore un peu ça. Là. Mais encore à ce jour, il y a des articles qui sortent aux 2 semaines dans la presse, des véreux. Puis comme, c'est ça, c'est difficile quand même de s'éloigner de cette image-là. Fait que je pense que depuis longtemps, ça fait partie des trucs que je considère, mais qu'à cause de la pression sociale puis de ce que les gens autour de moi en penseraient, je voulais pas faire le saut au final. Là. Fait que j'ai comme fait ben du chemin avant d'en arriver là, parce que initialement, là, tu reviens comme 3-4 ans en arrière, j'étais pas là-dedans pantoute. Là. Tu faisais quoi avant? Ben, fais-moi donc un petit cheminement là, de Bastien qui sort de l'école jusqu'à courtier immobilier. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a quand même très long à dire. Vas-y rapidement. Mais oui. Dans le fond, moi, quand j'étais au cégep, j'étais plus dans le milieu des arts, là, fait que je faisais de l'impro. Ouais. Fait que j'étais beaucoup entouré de gens qui faisaient de l'humour, de la scène, etc. Puis je me débrouillais là-dedans, mais c'était pas comme mon calling. Je voyais que tout le monde autour de moi était comme je veux faire ça dans la vie, puis j'en mange. Genre. Puis moi, j'étais comme je trouve ça, j'aime ça niaiser avec mes amis, en fait. Mais
j'en ferais pas un métier nécessairement. C'est terrifiant. En fait, quand je pensais à ça, j'étais genre, je peux pas faire ça du tout. Fait mais j'ai tout le temps eu la fibre entrepreneuriale, même à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'étais la personne qui allait faire de l'impro, mais se dire genre, hey, j'ai goût de partir une ligue ou comme organiser un nouveau show, puis comme, hey, comment on fait de l'argent avec un show d'impro? Comment on fait pour que ça devienne rentable? Parce que les improvisateurs de ce monde, pour ceux qui m'écoutent, ils payent pour être dans des ligues littéralement, puis le public, ils viennent voir ça gratuitement, là, most of the time. Fait que, tu sais, je trouvais ça un peu spécial quand même que tu aies des interprètes qui jouaient sur scène gratuitement puis qui devaient même payer pour jouer. Fait que, en tout cas, dans ces années-là, j'organisais bien des affaires. Puis là, quand je suis parti à l'université, ben, je travaillais en restauration, mais l'horaire me gossait. C'était super intense en plus de mes études. Fait que j'ai commencé à faire de la photo. Puis j'en faisais initialement pour le plaisir. Puis éventuellement, il y a quelqu'un qui a décidé de m'engager. Au début, j'ai travaillé pour Projet Montréal, là, qui est le parti de Valérie Plante. Ouais. Je m'excuse tout de suite pour les gens qui la détestent, qui détestent les cyclistes, mais j'en suis Prenez des photos. Puis en fait, j'ai fait des photos sur sa première campagne quand elle voulait devenir mairesse. Donc, puis là, c'est les premières fois qu'il y a quelqu'un qui a fait comme Hey, by the way, t'es payé pour ça. Tu sais, c'était des peanuts là, initialement, mais j'ai comme fait attends, t'es en train de me dire que je peux être payé pour faire de quoi je fais pour le fun. Genre, OK, parfait. Fait que j'ai parti ma petite business de photographie pendant un bout. Ça a super bien été. Éventuellement, étant donné justement que je venais du milieu de l'humour, de l'improvisation, les gens qui m'engageaient, c'était des humoristes. Puis qui commençaient à quand même avoir des belles carrières, etc. à ce moment-là. Puis là, étant donné que je faisais bien des photos pour des humoristes de la relève, ben les humoristes plus connus voyaient les photos que je faisais. Puis là, j'ai commencé à travailler avec des humoristes plus connus. Ça en est suivi que je travaillais pour Juste pour rire, Comédia, etc., là, les gros festivals. Puis éventuellement, les humoristes de la relève que je prenais en photo, ils étaient quand même, Bastien, t'as comme vraiment tu sais, la fibre entrepreneuriale, t'es bon pour gérer ta business de travailleur autonome. Moi, je suis nul là-dedans. Aimerais tout ça comme m'aider à gérer ma propre business en humour. Fait que là, je suis devenu gérant d'artiste. Tabarouette, un jump. Ouais. En même temps, d'être photographe. Je faisais les deux. D'ailleurs, c'est drôle, mais cette semaine, j'ai fondé une compagnie qui s'appelait Carrière Management, qui était ma petite business de gérant d'humoriste. Ça fit au bout. Oui, c'est malade. C'est mon nom de famille. Ça fonctionne. Exact. Fait que j'ai fondé cette business-là. Et c'est drôle, cette semaine, je passais un appel à quelqu'un, puis c'était pour le courtage. Puis il est comme est-ce que j'ai failli pas répondre? Sur l'afficheur, c'était Carrière Management. Puis je suis comme fuck, ça fait genre 4 ans, 5 ans que c'est fermé, cette affaire-là. Ça marche pas. En tout cas, petite parenthèse pour dire que là, j'ai fait ça pendant, je pense, 3 ou 4 ans, la gestion d'artistes. Et est arrivée la pandémie. Fait que, puis je pense qu'on en avait parlé aussi ensemble dans ton propre podcast. Ça a été comme ça a dérouté bien des gens, mais je m'en suis pas sauvé. Tu arrives du jour au lendemain. Moi, dans le fond, ma grosse niche à ce moment-là de comment je faisais des sous, c'était l'événementiel en photo. Fait que le spectacle, les festivals, etc. Et ben, je faisais une cote sur les artistes que je gérais à ce moment-là, qui eux aussi étaient dans l'événementiel. Fait que, autrement dit, en l'espace de comme 3 semaines, là, puis je pense que j'ai peut-être conté cette anecdote-là quand je t'ai reçu d'ailleurs, mais j'étais en Floride, genre living de good life. Là, j'avais, pour vrai, les trucs roulaient. Genre, c'était la première année, même peut-être la première été que j'avais des contrats remplis. Tout mon été était rempli de contrats. Les trucs allaient bien, man. Ça roulait à côté. Puis là, je suis comme, hey, tu sais quoi? Avant le gros rush de l'été, je me gâte, je m'en vais en Floride, m'en vais rejoindre un de mes amis qui est en Floride. Et là, je me loue un char. Tu sais, c'est comme, j'avais 25, 26 ans, puis c'était comme la première fois que je me permettais ce genre de truc-là. Puis je suis comme, roule dans mon char en Floride, nanana, le trip, on fait le party, nanana. Tu sais, je vois la vie devant moi, puis je suis comme, ça va être un bel été. J'ai des festivals à côté tout l'été, je vais avoir des shows d'humour tout l'été. C'était vraiment trippant. Et là, du jour au lendemain, je suis encore en Floride, d'ailleurs, quand ils annoncent que les frontières se mettent à fermer puis que c'est l'apocalypse, autrement dit. Et je me rappelle juste, quand vraiment shit hit the fan puis que là, on comprend que le monde arrête de tourner. Moi, je suis à l'aéroport de Toronto. Je revenais de mon voyage.
Et je suis tout seul, je suis assis dans un pub irlandais dans l'aéroport avec une Guinness. Puis à côté de moi, il y a juste un monsieur, clairement d'une quarantaine d'années, qui lui travaille pour genre la bourse à Toronto, qui capote sur son sel, puis qui est comme The whole system is crashing, blablabla. Je me sentais tellement dans un film, man, avec ma peinte, puis là, je regarde mon sel, puis tranquillement, je vois les courriels rentrer, puis c'est comme tel mandat est annulé, tel mandat sur la glace. Malheureusement, on se reparle dans une semaine, tel mandat pour l'instant n'arrive pas. Et là, moi, à l'intérieur d'une semaine et demie, la pandémie commence et tout mon été de travail, là, Mhm. au complet, là, genre, c'est le travail d'une vie, là, tout annule back à back, Ouais. back à back. Et là, je reviens à Montréal, puis je suis comme, tu sais, je me rappelle en parler avec ma blonde, puis je suis comme, là, c'est bien beau la PCU et tout. Tu sais, il avait commencé à parler des reliefs, tu sais, de l'argent qu'il allait donner aux gens justement dans cette situation-là. Mais moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. Tu sais, je peux pas comme prendre de l'argent du gouvernement puis attendre que le temps passe ad vitam aeternam. Je Ouais. l'ai fait, là. Comme ça a vraiment Comme tout le aidé. monde, ouais. Ouais, ça a vraiment aidé. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, tu as des paiements puis tu as un loyer. Puis comme Mhm. il faut quand même que tu payes tes trucs. Mais très rapidement, moi, j'étais genre, je me rappelle à ce moment-là, il y a une quote qui me revenait souvent en tête qui était dans le chaos créé, tu sais. Mhm. Puis j'étais comme, clairement, de toute cette merde-là qui est en train d'arriver, il y a quelque chose de bon qui va en ressortir parce que souvent, dans les moments de grande instabilité, c'est là que les plus belles affaires qui arrivent ou les pires, là, Mhm. dépendamment de comment tu veux voir la pandémie à ce jour. Ouais. Puis au final, tu sais, moi, ça n'a pas nécessairement été le cas à ce moment-là, mais on l'a vu, là, tu sais, les plus grandes fortunes du monde se sont créées dans la pandémie. Genre, tu sais, des compagnies comme, justement, on parlait de Nvidia avant. Mhm. Ça a complètement explosé juste parce que le marché s'est complètement reseté, reprogrammé d'une façon différente que le monde d'avant, dans le fond. Ouais. Fait que, petit fast-forward, la pandémie arrive, puis là, finalement, ce que je décide de faire, c'est de partir une business de conversion de van en camper van dans les Laurentides avec mon beau-frère à ce moment-là. Puis c'est pour ça que je déménage finalement dans le Nord. Ouais. Je quitte Montréal, j'étais tanné aussi de la ville à ce moment-là. Ça devenait un peu étouffant. Puis on part Vansters, qui a roulé pendant 2 ans. On convertissait des vannes en camper. C'était aussi justement un peu à cause du chaos tu crées. Ben, là, la grosse mode, C'est c'était la frénésie des vannes. des van life. Ouais. Là. Les gens voulaient du van life. Puis fait que nous, on a comme vu une opportunité. On a converti notre première van, qui était une van, je pense qu'on avait payé quelque chose comme 5000 $. On avait mis un autre 5000 dessus pour la convertir. Puis, tu sais, c'était dans le garage du père à mon chum. Puis, on a trippé pendant 2 mois à faire ça, de la grosse musique. Ça sortait un petit peu du monde pandémique, si on veut. Là. Puis, on l'a revendu, je pense, quelque chose comme 25 000. Là. Puis là, ça a comme cliqué dans nos têtes de comme, oh shit. Il y a de quoi faire là-dedans. C'est payant, cette Ouais. affaire-là. Fait que, on a parti la compagnie. Ça a roulé pendant 2 ans Jusqu'à jusqu'à ce que le garage qu'on avait loué passe au feu. Ouais. Fait que, là, comme je vous avertis, la gang à la Dans les maison. grands carreaux. Ouais, exactement. C'est en montagne russe, mon histoire. Fait que là, le garage brûle et là, on est retour à la case départ. On perd tous nos outils. On passe au feu la vanne d'un client qui valait 200 000 $. Le garage est évalué à 200 000. Fait que le feu crée. Puis après, on s'est rendu compte que c'était de notre faute. D'ailleurs, si à la maison, un jour, vous avez l'idée de vernir du bois, vos guenilles, mettez-les pas en pain dans une poubelle parce qu'apparemment, ils peuvent brûler en autocombustion, chose que dans ma tête, c'est de la magie noire. Mais fait que ça, c'est quelque chose qu'on a appris, puis finalement, qui a fait passer au feu le garage au complet, même 400 000 de dommages quand même. On était assurés au moins. Ça a pris 2 ans avant que les assurances finissent par accepter de nous protéger. Là, c'est une autre histoire. Mais au moins, on était protégés. Mais là, reste que moi, je retourne chez nous. Et là, j'ai plus de job, plus d'avenir. plus de business. Mon partner, il est comme... on check un peu les garages. Et genre, hey, non, les garages, c'est trop cher. Moi, je décide de m'en aller. Lui, il est parti... il lead des voyages de vélo partout à travers le monde pour une compagnie qui est un job de rêve. Au final, là, je suis comme, oui, man, go for it. T'as la meilleure job, t'es payé pour faire du bike en Patagonie, puis genre au Bengale, là, genre, amuse-toi. Fait que c'est ça, lui, il est parti. Fait que là, moi, je me tourne les pouces, puis je suis comme, fuck, man, qu'est-ce que je fais de mon existence? Genre, ça n'a pas de sens. Et entre-temps, pendant la pandémie, j'avais acheté un chalet dans le Nord, puis je l'avais tout rénové. Et lui aussi, turns out que je l'avais revendu
un an plus tard parce que c'était la frénésie des maisons à ce moment-là Ouais. aussi. Là, même chose que pour les vannes. Puis j'avais fait un gros profit sur la vente de ma maison que j'avais rénovée. Puis là, il y a eu comme un petit déclic de comme attends, là, genre, en flippant ma maison, en un an, j'ai fait plus d'argent qu'en comme 3 ans de travail autonome comme photographe, gérant d'artiste. Puis là, il y a eu comme un espèce de 2+2 dans ma tête de Ouais. crime, mais il y a des sous à faire dans ce milieu-là, tu sais. Puis j'en mangeais à ce moment-là. J'étais comme, moi, le design intérieur, comme l'immobilier, l'univers de la construction m'a toujours vraiment intéressé, même qu'à ce moment-là, j'ai pensé à juste faire mon RBQ, devenir entrepreneur général, puis tu sais, bâtir des maisons. Ça m'avait vraiment intéressé. Puis après ça, quand j'ai commencé à checker un peu c'était quoi le vibe sur les chantiers de construction, j'ai déchanté. J'ai fait comme, moi, être avec les boys, des 9 heures de temps que tout le monde s'en va un peu chier, puis Ouais. que c'est quand même rough comme milieu. J'étais comme, ça m'intéresse moins, tu sais, je suis quand même. Puis veux pas, j'avais un background en création de contenu, en photo, en entrepreneuriat. J'étais genre, probablement qu'il y a un autre milieu qui serait peut-être plus fait pour moi. Puis c'est là que j'ai comme décidé de considérer le courtage. Puis à ce moment-là, je me rappelle encore écrire à mes meilleurs amis, genre, hey, les boys, je me demande un peu ce que je fais de ma vie. Puis là, je pense faire mon cours de courtage immobilier. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, genre, moi, je trouve ça un peu loser, personnellement. Puis j'ai peur que ça soit la vision que vous avez de moi à partir de maintenant. Tu sais, c'était vraiment internalisé au final, là, Ouais. comme sentiment. Puis tous mes amis étaient comme, hey, big, You do you, là. on s'en fout, là. Ouais. Genre, si ça te rend heureux, go for it. Puis à la limite, genre, prove them wrong, tu sais. Mhm. Si la plupart des courtiers, c'est mal vu, puis qu'il y en a plein qui sont croches, toi, sois lui qui travaille pour les bonnes raisons, puis qui s'investit comme du monde dans son domaine, puis que, tu sais, travailler avec lui, c'est différent, puis on va être super fiers de toi. Puis on dirait que c'était le petit kick que ça me prenait de genre, OK, on se fait des histoires au final, mais tu sais, peu importe le métier, je pense qu'il y a du monde qui sont croches. Il y a des mécaniciens qui sont croches. Il y en a partout, là, Tu sais, dans tu sais. tous les domaines, il y en Ouais. a. Si tu le fais de la bonne façon, puis que tu es investi, ben les gens ils ne jugeront pas, puis à la limite, tu sais, la business va être florissante, puis comme tout va bien se passer. Ouais. Fait que j'ai décidé de faire mon cours de courtage immobilier, puis c'est pour ça que maintenant, j'en suis là en ce moment. Puis, dans le fond, être courtier immobilier, c'est être un entrepreneur parce que tu es travailleur autonome. Ouais, et ça, c'est une bonne chose que tu l'amènes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce genre de domaine-là qui ne le considèrent Mhm. pas. Le monde, ils rejoignent ce genre de métier-là en se disant que ça va être une job 40 heures semaine parce que veux pas, je pense que l'image que les gens s'en font, et c'est un peu ça. Tu sais, t'es courtier, tu es au bureau, tu t'en vas à ton petit bureau Remax, les clients rentrent, puis tu fais juste les gérer, puis c'est de la paperasse, etc. Mais je dirais que 60-75% du travail, là, c'est de trouver de la clientèle au Ouais. final. Fait que tu es vraiment comme un petit entrepreneur, t'as une petite PME au final. Puis comment est-ce que tu fais pour que les gens viennent te voir toi, puis pas les. Je pense qu'on est quelque chose comme 15 000 au Québec. En tout cas, je n'ai pas les chiffres, mais on est beaucoup là, à faire ce métier-là. Puis tout le monde a un beau-frère qui est courtier aussi. Ouais. Tu es tout le temps à une personne d'en connaître un. Là. Ouais. Fait que c'est comme pourquoi les gens viendraient te voir toi, comment tu te démarques là-dedans. Je pense que c'est pour ça que ça devient comme justement de l'entrepreneuriat, ce métier-là, puis que je suis autant intéressé par le milieu de l'entrepreneuriat, c'est que si tu appliques les mêmes façons de faire que quelqu'un qui veut se lancer une business de. On parle souvent de plomberie, là, mais peu importe le corps de métier, là, genre si tu veux te lancer une business que tu aies du monde qui t'appelle, ben, c'est un peu tout le temps la même recette au final. Peu importe t'es dans quel domaine, ben, il faut que tu le fasses pour le courtier aussi. Puis c'est un des milieux avec le plus bas taux de rétention au Québec. Là. C'est 9 courtiers sur 10 qui, après 2 ans, font plus ce métier-là là, au final. Là. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Moi, de l'approcher, là, quand je suis rentré dans le milieu, day one, là, bon, tu as ton permis, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'avais le couteau dans les dents, puis j'étais comme, Ouais, puis tu je monte de quoi? Moi, les premières fois que je t'ai vu, c'est comme ça. Je t'ai vu, tu faisais du contenu, tu faisais de l'autopromotion, tu as lancé le Club Nordique qui est le podcast aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Puis, faut que tu le vois comme une entreprise comme une autre. C'est qu'il faut que tu fasses de l'autopromotion, du marketing. Il faut que tu t'assures que ta comptabilité soit faite. C'est une gestion en soi d'une entreprise qui n'est pas juste, ben je vends des maisons, puis that's it. Ouais. Fait que moi, c'était une je vais le dire en anglais, misconception du métier. Je pensais,
c'était plus un métier standard que tu fais de 40 heures par semaine. Mais non, c'est vraiment de 100%. l'entrepreneuriat. Là. Fait que... Ouais, puis il y a du monde qui m'approche, je sais pas avec qui j'avais cette discussion-là. Ah, je pense que je parlais avec ma femme de ménage il y a comme 3 semaines, puis elle était comme ah, je pense changer de domaine, tout. Elle comme je commence à être tannée de faire des ménages, puis elle me parlait de l'idée potentielle d'être courtier hypothécaire, tu sais. Puis elle était genre, je trouvais ça le fun, tu peux travailler de la maison. Moi, je voyage beaucoup, je peux travailler de la maison en voyage, tu sais, je peux le faire de n'importe où. Ça a l'air vraiment intéressant. Et ce que je disais, c'était exactement ça. Tu sais, un de mes meilleurs amis, Gabriel, qui est venu au podcast dans saison 1, tu sais, il a la même vision que moi, justement, par rapport au domaine. Il fait beaucoup de création de contenu, justement. Il va aller dans les événements, il va aller serrer des mains. Même lui, il fait des petites apparitions à LCN, TVA, etc., de temps en temps pour en parler. Mais comme, si tu penses laisser tomber, mettons, ta run de ménage, puis que demain matin, t'affiches sur Facebook que tu es courtier hypothécaire, puis que les gens vont t'appeler pour renouveler leur hypothèque, c'est impossible. Là. Ouais. C'est pas de même que ça fonctionne, malheureusement. Il faut vraiment que tu sois fucking out there. Puis pour vrai, c'est un milieu vraiment rough. Là. Genre, la première année, moi, ça a quand même été une claque. J'ai travaillé un 70. Tu sais, je travaillais 7 jours sur 7, puis je faisais souvent des journées de 10 heures. Fait que je faisais autour de 70 heures semaine. J'ai quasiment pas pris de vacances. Je pense que la première année, en fait, j'ai juste pas pris de vacances. Ça a été comme une espèce de non-stop de 365 jours. Je travaille comme un malade, peut-être à part de Noël, mettons. Là. Puis il faut que tu sois prêt mentalement. Puis, tu sais, ma première année, ça n'a pas été la plus payante non plus. Mais c'est que tu mets les bases de quelque chose qui va le devenir éventuellement. Tu sais. Puis, je parlais avec des clients, justement, hier soir, qui regardent pour acheter leur première maison. Puis la fille, elle fait du contenu vidéo, elle est vidéaste. Puis elle me posait des questions justement sur le courtage immobilier, elle était comme intéressée, puis tout. Puis j'étais comme ça, c'est un autre truc qu'il faut prendre en considération. Faire ton cours, là, tout le processus de faire son cours, ça prend à peu près 1 an, mettons, pour être courtier. Mais la réalité, c'est que même quand tu finis ton cours, le temps que tu aies ta première commission qui rentre, parce qu'on n'est pas payé horaire, là, on est juste payé à la commission, bien souvent, tu trouves ton premier client, disons, ça te prend 3 mois de trouver ton premier client après la fin de ton cours. Après ça, le temps que, disons, tu vends sa maison ou que tu lui trouves une maison si c'est un acheteur, bien là, tu as comme un autre 3-4 mois avant de passer chez le notaire puis avoir ta première paye. Fait que ça veut dire que entre le moment que tu commences à faire ton cours puis que tu as ta première rémunération, on parle d'à peu près 1 an, 6 mois, 1 an, 7 mois, genre. Moi, mon année que je faisais mon cours puis que le garage était passé au feu, là, j'ai comme déclaré 18 000 je pense, en revenu, littéralement. Là. Fait que, il y a tout ça à prendre en considération. Et le cours, si tu le fais au privé, mettons que tu veux que ce soit un peu plus vite, va te coûter autour de 12 000 Puis après ça, tu as l'abonnement à l'ordre professionnel, l'association professionnelle, les frais de ton agence. Tu sais, mon agence me coûte à peu près 1 000 par mois. Mon ordre, c'est 2 000 par année. Mon association aussi. Fait que tu as comme un 25 000 qu'il faut que tu sortes. Fait que c'est sûr et certain que quelqu'un qui se lance là-dedans, qui a l'impression que c'est comme pogner une nouvelle job de corporate, que tu te fais 70 000 par année en partant, faut que tu attaches ta ceinture en tabarouette parce que, pour vrai, faut que tu sois prêt à investir puis faut que tu sois prêt à pas gagner de l'argent pendant longtemps. Là. Fait que c'est comme, il y a tout ça à prendre en considération, mais si tu le fais justement avec un mindset de comme, tu sais, les entreprises, ils font pas d'argent avant 3 ans, là, ben, c'est la même Se lancer chose. en entreprise, c'est un travail de longue haleine. Faut que tu Exact. faut que tu sois persistant puis que la constance, là, c'est un mot qui est important. Ouais. Puis pour atteindre cette constance-là, ça ressemble à quoi une journée de courtier immobilier? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait en tant que courtier immobilier? C'est drôle. Ouais, c'est comme tough à répondre parce que ça change un peu tout le temps. Mais moi, je te dirais, disons que en termes de comme pourcentage de mes journées ressemble à quoi? Je te dirais que moi, je fais peut-être un 30 de mes journées qui vont être dédiées à tout ce qui est justement marketing, création de contenu. Tu sais, veux pas, le Club Nordique, tu sais, je l'ai vraiment créé dans l'idée de créer un espèce de rassemblement pour les entrepreneurs des Laurentides avant tout, là, dans le sens que je trouve ça cool de laisser cette marque-là puis de favoriser l'économie locale, rassembler du monde qui ont un peu le même mindset. Mais moi, dans ma semaine, quand je pense aux heures que je mets dans le Club Nordique, ça fait partie, veux pas, de
ce que je considère comme du rapprochement de clientèle. Là. Au Mhm. final, les gens abonnés au Club Nordique, ça devient mes clients. Eux, ils vont me donner des références. Fait que, tu sais, veux pas, on fait rien pour rien dans la vie. Là. Moi, ce projet-là m'a fait rencontrer plein de gens avec qui je finis par travailler aujourd'hui. Fait que je pense que je rentrerais l'investissement de temps du Club Nordique dans cette espèce de portion-là de mes journées qui est justement création de contenu puis démarchage pour trouver des leads de clients potentiels. Ça, c'est à peu près 30-40 de mes journées. Tu sais, c'est con, là, mais on en parlait avant le podcast, mais faire un podcast comme ça en ce moment, ben c'est le déplacement, c'est l'enregistrement. Après ça, c'est attendre de recevoir ces fichiers, toutes les éditer parce que j'édite moi-même le contenu que je mets sur les réseaux sociaux. Tu sais, juste éditer souvent un blog de 1 minute, ça prend comme 40 minutes. Là. Peut-être tout est rendu vraiment plus vite, mais tu sais, moi, c'est à peu près ça en ce moment. Puis après ça, il y a genre créer la caption, le publier sur Instagram, TikTok, Facebook. Tout ça, veut pas, c'est super time-consuming. Là. Ouais. Fait que moi, il y a une grosse partie de mon métier que c'est ça. Mais ça, il y a peu de courtiers qui le font, par exemple. Il y a ça à considérer. Moi, j'ai vraiment choisi cette voie-là parce que je me suis dit c'est la voie du futur. Après, on en parlait dans le char tantôt, puis on était comme le AI va nous dominer, puis il n'y aura plus de créateurs de contenu. C'est une autre possibilité. Ouais. Mais pour l'instant, moi, c'est la voie que j'ai choisie pour me trouver de la clientèle. Et je sais que dans mon agence, par exemple, il y a beaucoup de monde qui n'en font pas du tout, puis qu'eux, ils préfèrent se concentrer sur Le des porte-à-porte. méthodes, ouais, c'est ça, plus traditionnelles, qui est genre cogne aux portes, fait du cold call, un peu Grant Cardone. Là. Genre, appelle ce client-là, close-le en 1 minute, sinon, genre, tu fais plus partie de mon équipe, whatever. Il y a encore du monde qui sont bien là-dedans, puis pour vrai, c'est con, mais pour bien des gens, ça marche. Là. Moi, il y a des courtiers à mon agence qui roulent en tabarouette, puis c'est comme ça. Là. Ils sont très, genre, années 90, puis comme c'est un bonhomme, il va voir un autre bonhomme à sa porte, puis ils sont comme salut, ta maison, ouais, parfait, la pancarte est là dans 1 semaine. Puis c'est comme ça marche de même. Après, genre, moi, ça m'horripile penser de faire ça. Ouais. Moi, si tu me disais que ma job, c'est de faire du porte-à-porte puis du cold call, je changerais de domaine. Tu ferais pas ça. Je serais plombier. C'est ça, tu renforces. Exactement. Fait que non, moi, j'ai vraiment. C'est la façon que je vais chercher mes leads. Pour moi, ça marche vraiment bien. Ça a été full payant dans les 3 dernières années. C'est ce qui m'a permis de lancer vraiment ma business de courtage. Puis je le ferais pas autrement, mais comme je dis souvent, ça reste une grosse partie de ma job. C'est time consuming, ça prend du temps. Au final, des fois, j'y repense, puis je suis comme. Moi, je fais ça parce que j'aime plus ça, faire ça. Ouais. Est-ce que le rendement sur énergie est plus payant que de faire du porte-à-porte puis du cold call? Je ne sais pas. Peut-être pas. I don't know. Mais. Je vois beaucoup de courtiers se planter dans les 2 premières années parce qu'ils font du cold call puis du porte-à-porte. Ouais. Je pense que pour bien le faire, il faut que tu sois une machine, genre. Il y a du monde là, dans la vie qui sont des fucking bons vendeurs, là, puis que j'en sont. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mettons, d'être. Depuis que j'habite dans le Nord, je ne sais pas si cette personne-là a cogné à ta porte, mais je trouve que c'est un bel exemple de porte-à-porte qui fonctionne. Le gars, il rentre, il cogne à ta porte et il y a une boîte et il ouvre sa boîte, puis c'est comme plein de viande sous vide, genre du filet mignon, du poulet, de grains, whatever. Puis il est comme, hey, aujourd'hui, je suis pas là pour te vendre de quoi, je suis là pour te donner une boîte de viande gratuite. Tabarouette. T'es comme, hein? OK. Tell me more. Ouais. Entre chez moi tout de suite. Puis au final, leur gamique, c'est que si tu veux la boîte de viande, il faut que tu t'engages à faire une rencontre d'1 heure avec un de leurs salesmen qui vient te présenter leur service de livraison de viande. Moi, ils sont venus 3 fois chez nous. Il y a 2 fois que j'ai pas pu résister. Fait que je suis comme, crime, ils tiennent de quoi Ça quand fonctionne. même? Tu sais, ils ont comme une méthode quand même fonctionnelle. Après ça, comment l'appliquer au courtage, je sais pas. Mais reste que je pense que quelqu'un qui est vraiment fort là-dedans, il close rapidement du monde. Et aussi maintenant, ils ont des méthodes, là, les courtiers qui sont vraiment sur la coche, là, ils sont capables de genre regarder dans un quartier avec le registre foncier, bon, cette maison-là n'a pas été vendue depuis, mettons, 15 ans, ce qui veut dire que les pourcentages de chances que la personne soit prête à vendre sa maison, c'est beaucoup plus élevé que, mettons, la maison d'à côté qui vient d'être achetée par des premiers acheteurs il y a 1 an. Fait que là, ils se font des maps avec des adresses, puis ils vont juste cogner aux places où ton pourcentage de chance est plus élevé. Ça, je te parle de ceux qui sont geeks, puis qui ont des grosses équipes derrière eux, mettons, pour faire ce genre d'études-là. Fait que
personnellement, je pense que si t'es bon là-dedans, ça peut être vraiment une bonne façon de faire. Puis là, on parle d'aller chercher des leads, mais mettons, l'autre portion de ton travail dans tes journées, c'est de la gestion de clients, service à la clientèle. Exactement. Fait que moi, je te dirais, en ce moment, ma clientèle, c'est peut-être 70% de clients acheteurs puis 30% de clients vendeurs. Ouais. Je sais pas pourquoi, puis peut-être faudrait se pencher là-dessus, mais j'ai l'impression que justement, étant donné que je crée beaucoup de contenu sur les médias sociaux de recherche de maisons, puis je vais présenter des maisons ou même je vais te donner des trucs justement aux premiers acheteurs sur comment accéder à la propriété, j'attire beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Mhm. Peut-être aussi c'est à cause de mon âge, puis c'est le public que je vais rejoindre le plus. Mais ouais, fait que moi, c'est beaucoup des acheteurs, puis les acheteurs, au final, ben, c'est de la gestion d'attente, de la gestion de courriel, la gestion de textos. Eux, souvent, vont m'envoyer des maisons. Vont me dire comme, hey, peux-tu m'envoyer la documentation? Qu'est-ce que tu penses de la déclaration du vendeur? Penses-tu que c'est un bon investissement? Qu'est-ce qu'on pense du prix? Fait que là, je fais des études de marché. Fait que je vais aller voir, mettons, OK, dans tel quartier de Saint-Sauveur, cette maison-là, 3 chambres, 2 salles de bain, construite dans ces années-là, se vend à peu près à ce prix-là. Le prix affiché fait du sens. OK, parfait. La déclaration du vendeur est clean. Allons la visiter. Puis là, ben, l'autre portion de ma job, c'est beaucoup les visites, justement. Fait que, tu sais, je pars mes fins de semaine, souvent, mon samedi matin, il va être plein. Je m'en vais faire des visites avec des clients. Samedi après-midi, c'est un autre set de clients avec qui je vais faire des visites. Puis pas mal toutes mes fins de semaine, une partie de mes soirs dans mes semaines sont remplis à cause de ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, mettons, mon temps off que j'ai plus pour moi va vraiment plus être 2 jours la semaine, tu sais. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'il faut considérer aussi quand on se lance là-dedans. Fait que je te dirais que c'est ça. Ce qui n'est pas de l'acquisition de clients, ça va vraiment être de la gestion de clients. Puis, tu sais, pour te donner un exemple, en ce moment, je pense que je dois avoir à peu près 17 acheteurs différents qui magasinent avec moi en même temps. Fait que, tu sais, c'est pas les 17 qui me demandent le même nombre de temps par semaine. Tu sais, il y en a qui me disent genre, hey, je suis intéressé à acheter un chalet, je suis pas pressé. Si tu trouves quelque chose qui répond à mes critères, envoie-moi-le. Ben, lui, il rentre dans mes 17, mais on se parle peut-être une fois ou 3 semaines au mois. Puis après ça, tu as les couples d'acheteurs que les autres sont comme mon propriétaire veut que je parte de mon logement. Faut qu'on trouve de quoi avant le 1er décembre. OK. Fait que genre, toutes les semaines, on s'en va voir des trucs ensemble. Puis ces gens-là, ils travaillent avec toi pour ton expertise. Tu sais, dans le fond, tu les épaules dans le cheminement d'acheter une maison puis le processus, là, si je comprends bien. Exact. Puis un truc que les gens ne savent pas souvent, là, c'est que quand tu te magasines une maison comme acheteur, c'est pas l'acheteur qui paye le salaire du courtier. OK. Fait que dans le fond, moi, comme courtier représentant les acheteurs, mon salaire provient des poches du courtier représentant les vendeurs. Fait que c'est le courtier des vendeurs qui va dire, mettons, moi, j'accepte de signer, je vends ta maison pour 4% de la valeur de la maison lors de la revente, puis je redonne 2% de ma commission au courtier qui m'amène des acheteurs. Fait que l'acheteur, lui, quand il prend un courtier pour le représenter, il signe jamais un chèque de comme hey, 5000 $, merci pour ton beau travail, ça arrive pas. Là, fait que pour les acheteurs, ça vaut vraiment la peine au final parce que tu sais, souvent, là, regarder centrer soi-même, appeler les courtiers soi-même, de un, c'est énormément de travail. De deux, c'est que tu n'as personne qui travaille dans ton équipe pour te protéger. Fait que, toi, tu te fies uniquement aux informations que le courtier qui est censé vendre la maison, fait qu'il y a clairement des intérêts de vendre cette maison-là, te donne. Puis les courtiers, même en étant vendeurs, ils ont un devoir de donner les bonnes informations et tout. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. Mais moi, personnellement, c'est comme aller en cours puis décider de te représenter toi-même. Ça fait un petit peu moins de sens. C'est super intéressant. C'est un côté que je ne savais pas du courtage. Fait que, toi, éventuellement, on va te trouver une maison. Un jour, ça va arriver. Mon propriétaire ne sera pas content. Mais, non, c'est ça, tabarouette. Ils payent bien eux autres. Ils sont payants. Fait que pourquoi on ferait affaire avec Bastien Carrière au lieu d'aller avec du proprio, mettons? Ouais. C'est une bonne question. Pour vrai, pour une certaine tranche de personnes, je pense que du proprio peut faire la job à 100%. Si tu t'y connais en immobilier, mettons, tu es un entrepreneur général, tu as acheté, vendu des maisons toute ta vie, tu es capable de faire une analyse comparative de marché pour avoir le bon prix, go for it. Mets-la sur du proprio. Si tu as un beau réseau aussi d'acheteurs potentiels qui te suivent sur les réseaux, quoi que ce soit. Quelqu'un qui, mettons, je sais pas, tu es un influenceur fucking connu,
tu as 500 000 Québécois qui te suivent sur Instagram, tu vends ta maison, techniquement. Mais là, Sont sur là. du proprio, partage-les, puis tu as autant de vision, de visibilité que sur Centris. Mais la réalité, c'est que quand tu travailles avec un courtier vendeur, ben lui, il va s'assurer d'aller voir tous les comparables vendus autour. Puis c'est important, regardez ce qui se vend sur Centris autour de chez vous. C'est pas ça qui va te donner une idée de la valeur de ta maison. Ce qui te donne une idée de la valeur de la maison, c'est qu'est-ce qui s'est vendu dans les derniers mois autour de chez vous. Parce que le prix payé en dit bien plus que le prix que les gens veulent. Moi, demain matin, je peux te dire ma maison vaut 1 million. Là. C'est pas vrai, tu sais, mais elle est affichée à 1 million sur Centris. Là, est-ce que mes voisins vont se dire ah, moi aussi, ma maison vaut 1 million? Ça veut rien dire, là, absolument. Fait que le courtier, il a accès à une banque de données qui permet d'aller voir tout ce qui s'est vendu autour de cette maison-là, te fait une analyse de marché, va dire, selon lui, la vraie valeur de cette maison-là. Puis après ça, moi, je pense que ça, c'est une petite partie de te donner une valeur correcte. L'autre partie, c'est comme le courtier, c'est quelqu'un qui est habitué de vendre. Là. Fait qu'il il est conscient de qu'est-ce qui turn off les acheteurs, quoi faire et ne pas faire pendant les visites, mais aussi, pour la nouvelle génération de courtiers comme moi, on a de la visibilité sur les médias sociaux, on est capable de faire de la création de contenu vidéo, photo. Je sais comment programmer justement des publicités payantes ciblées sur Meta pour que les acheteurs que moi je veux rejoindre voient la maison. Fait que, tu sais, disons, là, des maisons que j'ai vendues, que j'ai fait des vidéos qui ont 300 000 vues sur Instagram versus toi qui la mets sur du proprio, qui la partage dans ton groupe d'amis de 500 personnes sur Facebook. C'est pas la même game. Ouais, c'est pas la même chose. À moins que tu sois un super créateur de contenu et que tu sois capable de le faire, ben moi, voici le plus-value que j'amène à ta propriété. Puis souvent, ce qui va arriver aussi quand on fait les comparatifs, c'est que, mettons que tu te dis, moi, je vends ma maison 500 000 sur du proprio. Et je suis content parce que je sauve 4 de commission. Fait que, mettons, 20 000 de commission que je sauve. Mais le courtier, lui, il l'aurait peut-être analysé à 550 000 ta maison. Puis peut-être que même, il aurait dit comme, OK, on peut la mettre 500 000 ou 520 000, mais que je suis capable d'avoir tellement de visibilité sur cette maison-là que là, whoop, il y a 3 puis 4 offres qui vont arriver sur la maison. On finit par la vendre 530. Fait que toi, en voulant sauver ton 4 qui te donne un 20 000 de plus dans tes poches que tu imagines, mais tu perds, tu as un manque à gagner de 15, 20, 30 000 sur ta maison que le courtier il aurait été capable d'aller te chercher. Et puis, à un moment donné, c'est juste des concepts simples d'offres et de demandes. Là. Si moi, je suis capable de... je veux vendre une cafetière, puis la cafetière, j'ai 2 façons de la vendre. Soit je m'en vais au marché aux puces à Saint-Eustache, je me fais un petit stand, puis je vends ma cafetière sur une table, ou je la mets sur Amazon ou je la mets sur Meta ou peu importe. Et là, je vais reach 1 million de personnes qui vont voir ma cafetière. Tu as bien plus de chances de la vendre au bon prix. Là. Ça, c'est juste comme... En fait, c'est la base du marketing. Ouais. Puis pourquoi est-ce que les grandes compagnies de ce monde vont utiliser des experts en vente et en e-commerce pour vendre leurs produits au lieu de juste tout faire maison, mettons? Ben, c'est parce qu'ils sont capables de reconnaître la valeur des professionnels dans ce milieu-là. Fait que moi, je pense que c'est un peu pourquoi est-ce que quelqu'un devrait travailler avec du monde comme nous, moi, ma partenaire Amélie, Alexia, peu importe. On apporte cette expertise-là, puis on sait de quoi on parle, on est capable de faire de la publicité. Après, j'ai déjà fait des transactions avec du monde qui avait mis leur maison à vendre sur du proprio. J'ai rien contre ça. C'est juste que personnellement, moi, si je vois ça comme un investissement, je ferais toujours confiance à un professionnel pour le faire. Là, c'est super intéressant. En tout cas, moi, je suis convaincu. Si vous cherchez un courtier immobilier, là, Bastien Carrière. Si Jay Nadeau le dit de chez Stoke, c'est que vous pouvez faire confiance. Dans ce métier-là, c'est quoi un de tes plus grands défis? Ou tes plus grands défis? Ouais, c'est une très bonne question. Je te dirais que le plus grand défi, c'est probablement de faire la part des choses puis de savoir quand s'arrêter. Moi, c'est un peu ça, ma difficulté. Ça a toujours été ma difficulté, peu importe la job que j'ai eue. C'est très enivrant, le courtage. Puis, c'est vraiment un investment to reward system où plus tu mets du temps, plus tu vas être récompensé. Puis, il n'y a pas de limite. Quelqu'un pourrait se dire, moi, genre, je dors 4 heures par nuit, je fais que ça de ma vie, puis oui, il va faire plus de sous que l'autre personne qui décide de travailler 20 heures là-dedans. Fait que c'est vraiment pas comme dans une job traditionnelle 40 heures où
tu as une limite d'heures possible de travailler, puis comme un moment donné, ton boss te dit de rentrer chez vous, ou même j'ai plus d'heures à te donner. Là. Genre, littéralement, là, il y a tout le temps quelque chose à faire. Puis c'est un peu comme en restauration. Là, j'ai travaillé un bout en restauration, mes boss me le disaient tout le temps. Il y a tout le temps de quoi à faire. Je veux voir tes mains occupées. C'est comme si toutes tes tables sont correctes, va laver de la vaisselle, lave les vitres du resto s'il faut, va aider les gars en cuisine. Ben, en courtage, c'est la même chose. Si tous tes dossiers sont gérés, va chercher des nouveaux dossiers. T'sais, si ta pub web est faite, va faire du porte-à-porte. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux créer. Fait que moi, ça, c'est mon challenge de cette année. Puis c'est drôle parce que j'en ai parlé un peu dans les épisodes du podcast de la saison 2. Ça change rapidement la vie, là, mais dans saison 1, je parlais souvent avec mes invités comme quoi je pouvais, moi, travailler. Genre, j'aurais pas de limite de combien d'heures je peux travailler. Puis à la limite, il faut que je me force à sortir de mon mode travail pour rentrer dans ma vie personnelle. Puis comme, tu sais, passer du temps avec ma blonde, passer du temps avec mes amis. Là, cette année, c'est un peu le contraire. Là. J'ai comme goûté un peu à ma limite de genre, justement, j'ai travaillé du 7 jours sur 7. J'ai fait en même temps, je faisais aussi pas du sport de compétition, mais je m'étais donné des challenges sportifs de comme je voulais faire 200 km de vélo, j'ai fait 2 demi-marathons. Comme je me poussais vraiment, j'ai poussé la machine, puis à un moment donné, je suis arrivé à un point où comme c'était juste too much. Là, puis on en parlait un peu avant le podcast. J'ai fait un choc vagal à un moment donné, puis moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, là, genre affaire-là. Fait que puis peut-être que c'était relié, peut-être aussi que c'était un virus, là, on ne sait toujours pas à ce moment-là, mais moi, ça a quand même été une espèce de déclic dans ma tête de comme, à un moment donné, il n'y a pas juste le travail, puis ça vaut pas la peine non plus de se tuer, tu sais, pour sa business, là. Genre, il y a une limite, là. Fait que moi, je te dirais, mon plus gros défi personnel, puis je pense qu'il y en a beaucoup aussi au sein de mon agence, puis des collègues qui vont se reconnaître là-dedans, c'est de justement tracer la limite entre vie personnelle puis vie professionnelle. Tu sais, comme je disais tantôt, nous autres, on travaille les fins de semaine, puis on travaille les soirs majoritairement. Puis c'est bien beau que j'aie du temps off 2 jours la semaine chez nous, mais ma blonde, elle a un horaire normal, comme tout le monde. Là. Fait qu'elle travaille du lundi au vendredi dans la journée. Fait qu'à un moment donné, c'est comme OK, oui, mettons, il y a un client qui attend ma réponse, mais il peut-tu attendre à demain matin? Genre, moi, ça vaut-tu la peine en ce moment pour comme ma santé mentale, la santé de mon couple, etc., que je mette mon sel sur off pour ce soir, puis qu'on passe une vraie soirée ensemble à chiller, on va prendre un verre, peu importe. Fait que, un verre sans alcool, by the way. Très important. Très important. Fait que tout ça, je pense, ça a été justement mon plus grand défi jusqu'à présent, peut-être de ma vie, là, en fait, là, de apprendre à dire non. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui a beaucoup de nouvelles idées, puis j'ai souvent le goût de m'investir dans des nouvelles affaires quasiment à tous les jours. Là. Genre, c'est drôle parce que hier, je parlais à ma blonde, puis j'ai eu une bulle au cerveau. J'étais comme, hey Cam, on devrait-tu acheter le cinéma Pine? J'étais comme, on le fait. Imagine à quel point ce serait fou avoir un cinéma, genre, à Sainte-Adèle. J'étais comme, je vais appeler les proprios voir. Puis après, ma blonde était comme, non, même, achète pas un cinéma clairement vieillissant qui a de la misère à s'en sortir. Genre, c'est une mauvaise idée. Achète une entreprise de plomberie. On vous aime le cinéma Pine, mais tu sais. Hey, honnêtement, moi, j'étais un peu en amour avec cette place-là. Je suis comme, je trouvais ça fou aussi de pouvoir aller regarder des films after hour, mais bon, je vais pas me lancer là-dedans parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va se convaincre. Mais tu sais, c'est plein de trucs de même que moi, les idées, ils n'arrêtent pas de venir. Mais il faut que, genre, maintenant, j'essaie de me faire une espèce de canevas de comme, OK, ta business de courtage marche, tu es content que ta vie est où présentement? On est en train de finir un gros projet réno aussi de duplex. Puis là, les choix que je fais à partir de maintenant, je veux qu'ils soient dans quel sens? Est-ce que je veux qu'ils soient dans le sens de mon bien-être ou juste du développement de mon entreprise tout le temps? C'est une stabilité à trouver entre les deux, là. Ouais, il faut apprendre à jongler avec ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la misère aussi. Ben, c'est vrai, c'est un grand défi perpétuel pour bien des gens en entrepreneuriat. Je pense que tu l'as vécu un petit peu dans la dernière année. Veux-tu en parler? C'est pas mon podcast. Fait qu'on a parlé beaucoup de choses, d'échecs, d'intempéries, de chaos, de whatever. Parlons un peu de tes réussites plus précisément dans tes dernières années en tant que courtier immobilier. Ça serait quoi ta ou tes plus grandes réussites dans les dernières années? Bien, je pense que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un podcast de la saison 2, mais ce que je peux dire, c'est que moi, ce que je voulais atteindre, c'est un moment dans ma carrière sans être dans les top courtiers immobiliers du Québec ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas full, en fait, ça, je m'en fous.
ce qui m'intéressait, moi, c'était surtout d'arriver à un point de mon entreprise où je peux choisir les clients avec qui je travaille. Puis je pense que ma plus grande réussite, c'est que là, cette année, je suis finalement arrivé à ce point-là. OK. Fait que, par exemple, j'habite à Saint-Sauveur, mon bureau est à Saint-Sauveur. Moi, l'endroit que je connais vraiment, là, c'est les Laurentides puis la Rive-Nord. J'ai grandi sur la Rive-Nord. J'ai habité 8 ans à Montréal, mais tu sais, dernièrement, je me suis rendu compte que j'ai une connaissance qui m'appelait, qui était comme, hey, je veux magasiner un condo à Montréal. Qu'est-ce que tu penses de tel quartier proche de la ligne orange? Ça vaut-tu plus que tel quartier proche de la ligne verte? L'UDEM ou genre, je suis mieux d'être dans la petite patrie, peu importe. Puis j'étais comme, hey, je connais tous ces quartiers-là. Je suis capable de dire une coupe de resto dans ces quartiers-là. Ouais. La valeur de... C'est pas ton expertise, elle est pas là. Ouais, j'ai réalisé que j'étais comme, non, en ce moment, je peux pas être la personne qui te conseille là-dedans. Donc, j'ai commencé, avant, je disais oui à tout. Là. By the way, quand j'ai commencé, là, j'ai fait des allers-retours Rive-Sud, Laurentides, là, 4 fois dans la semaine, aller voir des maisons à Boucherville, puis tout, là. Tu sais, faire du 6 heures de char dans le trafic, là, parce que tu commences, t'es comme, je prends ce qui passe, je voulais en finir avec mes jours, là, à ce moment-là. Puis là, je suis rendu à un point où je peux vraiment dire comme non, moi, c'est ma limite. Je vais passer à POC à des collègues que je sais que je ferais confiance pour acheter, mettons, à Montréal ou sur la Rive-Sud ou peu importe. Fait que ça, je te dirais que c'est ma plus grande réussite. Puis, tu sais, après, c'est ça. Tout ce qui est comme matériel, puis les goals que je voulais atteindre, moi, ça a moins été. C'est moins comme ça que j'identifie la réussite dans la vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'avoir justement réussi à entreprendre des projets de rénovation comme ça, je trouve ça vraiment cool de l'avoir fait. J'ai appris beaucoup en le faisant. Tu sais, quand j'ai commencé à rénover des buildings, je connaissais rien, puis j'ai tout appris sur YouTube, là, de A à Z. Mon père, c'est pas un gars de réno, pas en tout. Là. Fait que, tu sais, j'avais personne qui venait me montrer comment utiliser tel outil, whatever. Fait que je l'ai tout appris de A à Z. Ça, je trouve ça vraiment cool de l'avoir fait au niveau de l'apprentissage, puis d'avoir été capable d'entreprendre ces projets-là. Mais je te dirais, ça ressemble pas mal à ça, mes réussites au niveau professionnel. Très bien. C'est une belle place à être en tant qu'entrepreneur. Ouais. Tu peux choisir tes clients. C'est cool. C'est là que ça devient le fun. Je vais jumeler 2 questions pour toi. Est-ce que tu te vois faire ce métier-là jusqu'à ta retraite? Ouais. Puis, si tu avais à faire autre chose, ça serait quoi? Fait que, tu sais, ça peut être jumelé ensemble parce que, dépendamment de ta réponse. C'est une bonne question. On dirait que c'est moi qui les ai écrits. Oui. Écoute, qu'est-ce que je ferais? Ouais. Je sais pas si je veux faire ça jusqu'à ma retraite. J'aurais tendance à dire oui parce qu'en ce moment, je triple là-dedans. Puis c'est comme une des premières fois que j'ai une job que je vois vraiment de l'avenir par rapport à moi à long terme dedans. Sauf que si je me base sur mon parcours, j'ai changé de job au moins 5 fois dans les 10 dernières années. Fait que, écoute, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va me blindside puis que je vais être comme, hey, faut que je fasse ça. Maybe. Peut-être que ça va être une entreprise ensemble, Jay. Peut-être une entreprise de plomberie. Pour ceux qui ne comprennent pas, d'ailleurs, on niaise beaucoup avec ça, mais c'est juste parce que souvent, on se dit que si on a à se recycler, ça va être dans une business de même parce que c'est clair, c'est payant. Puis comme. Plombier, électricien. Il y a peu de risques là, en s'en allant en plomberie. Ouais. En tout cas, c'était bon. Service essentiel, c'est ça le point. Exact. Fait que, non, c'est ça. Honnêtement, je pense que potentiellement, oui, je pourrais faire ça jusqu'à mes vieux jours. Après, je me laisse un peu porter par la vie. Puis, tu sais, moi, je m'en suis jamais caché. Mon goal, en fait, à ma conjointe et moi, c'est pas de travailler 40-50 heures semaine jusqu'à nos 60 ans. Ouais. Fait que nous, on place un peu nos pions. Puis, tu sais, on est très conservateur dans le sens où on prend pas de grands risques avec nos finances. On vit en dessous de notre capacité financière. Fait qu'au final, tu sais, mettons, là, moi, en courtage, ça commence à être des super belles années. Je pourrais tomber dans le panneau de bien d'autres gens dans mon domaine puis dire genre, hey, je vais aller m'acheter une Audi de l'année. Comme, ça m'intéresse pas. Ouais. J'ai pas envie de ça. Je pourrais dire genre, hey, je veux une grosse maison cossue à Saint-Sauveur parce que je veux une double garage puis je veux que les gens soient impressionnés quand ils viennent chez nous. Je vis dans un duplex, là, c'est un petit 5,5. Puis comme on l'a rénové vraiment cute, mais comme honnêtement, c'est ça. Ça fait la job. Fait qu'au final, nous, notre mindset, c'est essayons de garder le plus possible notre mode de vie à la même place que quand on avait 25 ans, parce qu'on est bien, honnêtement. Genre, tu sais, on fait du vélo, on a du temps, comme c'est le fun. Mais
même si nos salaires augmentent, ben, l'excédent, on fait juste le placer pour que à 50 ans ou 45 ans, là, un peu comme Pierre-Yves McSween de ce monde, Ouais. on soit capable, sans nécessairement prendre une retraite complète de genre je travaille plus, là, de dire genre hey, on part-tu 3 mois genre en Asie ou comme 3 mois en Colombie juste pour le trip de le vivre, mettons, avec notre enfant ou quoi que ce soit. Là. Mhm. Fait que moi, ça serait le ultimate goal. Fait que est-ce que probablement que je fais encore du courtage, mais peut-être aussi que je le ferai temps partiel, mettons. Mais comme tout entrepreneur, tu vas avoir d'autres projets qui vont graviter autour, puis ça va C'est ça. être principale source de revenus, mais Ouais. tu auras d'autres projets autour de tout ça. Pour terminer, Ça fait déjà 1 heure. mais T'as combien de temps? à 48 minutes. Ah ouais, Timé, il y a pareil. de la jasette. De la jasette, le bonhomme. Si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur, parce qu'il faut être un entrepreneur, qui veut soit joindre le Club Nordique ou devenir courtier immobilier, ça prend quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour commencer, pour rejoindre le Club Nordique, ça prend rien. Là, Ouais. littéralement, que tu sois entrepreneur ou que tu veuilles être entrepreneur sur la Rive-Nord ou les Laurentides, tu es le bienvenu. Là, même à la dernière rencontre du club, il y avait une étudiante du HEC ou de l'ESG qui était là, qui avait juste le goût de voir c'était quoi un 5 à 7 d'entrepreneur. J'ai dit viens-t'en. Fait que, même des étudiants qui veulent se lancer en affaires, qui font une technique en gestion d'entreprise, peu importe, venez. C'est aussi simple que de nous écrire. Vous nous envoyez un courriel au courriel du Club Nordique qui est le info@clubnordique.com. En commercial. Exactement. Et voilà, on va vous faire entrer. Il n'y a pas de frais mensuels. Tu payes l'ordre du 5 à 7. Là. Fait que c'est vraiment facile. Ça, c'est pour le Club Nordique. Puis en passant, le Club Nordique, pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, c'est bon. Là. C'est très bon. Il y a beaucoup de gens, tu sais, comme. Hey, le nombre C'est de impressionnant. business deals que j'ai vu se créer dans les 5 à 7 qu'on fait, c'est assez impressionnant. Là. Ouais. Tout le monde, au final, a le goût d'encourager les gens qui sont dans la même situation qu'eux. Fait que tu arrives là-bas, tu es comme je me lance en affaires. Peu importe ton domaine, tu vas parler aux gens, puis je suis sûr et certain que vous allez être capable de trouver des ententes potentielles. Fait que ça, c'est pour le Club Nordique. Pour ce qui est du courtage immobilier, je dirais que pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, qui une fois a justement passé le parcours du combattant des études, des examens de l'OASIC, qui a payé les frais reliés à tout ça, qui a un peu d'argent de côté. C'est important d'avoir de l'argent de côté pour commencer. Là. Ouais. Je vais le dire tout de suite. Que ce soit, à la limite, je sais qu'il y en a que leur conjoint leur a passé, que leur famille leur a passé, qui sont capables d'aller chercher un prêt. Mais même, tu vois, un prêt à la banque, je ferai attention quand même parce que, comme je dis, ça peut être long avant que tu le Ça rembourses. reste là. une béquille. Là, Puis qui est ouais, long puis terme. si ça marche pas, mettons, là, tu peux Mhm. peut-être te tirer dans le pied plus que tu penses. Fait que, anyway, avoir une espèce de 20-25 000 là, que tu es capable d'utiliser pour faire les études, payer les frais, puis survivre les premiers mois où tu n'auras pas de salaire. Puis après de ça, tu as comme 2 chemins potentiels pour te lancer en courtage. Tu en as un qui est beaucoup plus rough que l'autre, là, celui que j'ai pris, malheureusement. Le premier, je te dirais, qui est peut-être plus facile, c'est de rejoindre une équipe. Fait que tu te promènes dans les différentes agences de l'endroit où tu veux travailler. C'est bien important, là, en passant, le courtage immobilier, c'est une entreprise de proximité. Fait que tes clients, si tu habites à Saint-Jérôme, ça ne sera pas du monde de Québec ou de Gatineau. Ou très rarement, parce que là, Mhm. ça va être des gens qui veulent déménager dans ta région. Fait que l'idée, là, c'est que tes clients vont venir souvent de l'intérieur de 1 heure de où est-ce que tu habites. Ça en dit beaucoup aussi sur comment travailler ta clientèle puis comment aller chercher cette clientèle-là. Là. Tu sais, ça ne sert à rien de faire de la pub puis de la faire jouer au Lac-Saint-Jean puis en Gaspésie si tu veux travailler à Saint-Jérôme. Là. Ouais. Fait que ça, c'est important. En joignant une équipe, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que, mettons que toi, tu as un petit peu moins la fibre entrepreneuriale ou même justement, tu es serré au niveau financier, puis tu es comme, il faut vraiment que ça commence vite à être payant. Mais l'équipe, elle, a déjà fait le travail en amont de trouver des leads puis de trouver de la clientèle. Fait que souvent, quand tu rejoins une bonne équipe, tu rentres dans l'équipe et dès le jour 1, tu as des clients qui commencent à rentrer. Mhm. Fait que, puis là, il faut que tu joues la game comme si ça faisait 10 ans que tu le fais. Là. Fait que quand tu fais des appels pour l'équipe, tu es genre bonjour, je me présente, je fais partie de l'équipe X, vous avez déjà fait affaire avec nous, vous voulez nous réengager, ça va me faire plaisir de venir vous voir. T'sais. C'est comme tu imposes le fait que tu en fais partie puis tu sais de quoi tu parles. Ouais. C'est la première chose. Et là, ben, tu vas closer des clients de cette équipe-là. Le désavantage de cette méthode-là, c'est juste que l'équipe
prend une partie de ton salaire. Fait que ça varie là, entre 35 et 50% du revenu que tu vas faire va aller dans ton équipe. Fait qu'au final, c'est sûr et certain que même si tu travailles en malade, il y a une limite du nombre de clients que tu peux avoir, puis tu en perds entre un tiers et la moitié. Là. Fait que c'est sûr que ça peut être vraiment moins payant que si tu vas tout seul. L'autre chemin que moi j'ai fait, c'est que je m'étais dit, moi je l'essaye tout seul pendant 1 an, puis si je suis pas capable de genre make it work après 1 an, je vais me joindre à une équipe. Je vais juste accepter de prendre la pilule puis de le faire. Puis cette année-là est cruciale là, parce que justement, là, si tu commences et tu as des dettes, tu as un petit peu comme. C'est ça, tu te fais pousser dans le dos rapidement. Puis je te dirais, dans les premiers mois, il faut que ça devienne obsessif. Oublie ton agence va t'offrir plein de formations sur comment être un meilleur courtier, toutes les spécifications très légales du marché immobilier, de comment ça fonctionne, un notaire, une assurance-titre, etc., etc. C'est bon d'y aller, mais je te dirais, dans les 6 premiers mois, là, toutes les heures que tu es réveillé, passe-les à trouver de la clientèle. Fais juste toujours te poser la question comment je fais pour avoir mon prochain client. Parce que, tu sais, souvent, je disais, j'avais à peu près 17 clients acheteurs en ce moment avec qui je travaille. Sur ces 17-là, je pense que le taux de closing doit être autour de 1 sur 4. Genre. Fait qu'il y a peut-être sur 17, 3-4 clients que je vais vraiment finir par avoir un mandat final avec eux autres qui va passer chez le notaire. Fait que, si dans ton premier 6 mois, tu as 2 clients acheteurs, puis que là, il n'y a rien qui se passe, puis qu'il y en a qui te font un petit peu bretter, tu es dans le trouble. Là, fait que je te dirais, every waking hour, passe-les à genre, que ce soit créer du contenu, faire du porte-à-porte, joindre des clubs d'affaires. Moi, j'ai créé le Club Nordique parce que je trouvais qu'il manquait ce genre de rassemblement-là pour les jeunes entrepreneurs dans le Nord. J'ai été à la chambre de commerce de Saint-Sauveur-Piémont. Ça ne me parlait pas tant. Puis aussi, c'était des gens plus âgés qui avaient déjà clairement toutes leurs relations d'affaires établies. Puis ils allaient plus là pour passer du temps en chum au final. Puis moi, j'étais comme, ça ne me sert pas à grand-chose d'investir mon temps. Fait que je te dirais, trouve des places où justement, il y a des rassemblements de gens qui pourraient être potentiellement des clients pour toi. L'autre fois, je parlais avec un de mes collègues qui, lui, travaille pour Angel Volkers, que c'est juste des maisons haut de gamme. Et il dit, moi, tu sais, souvent, on dit quand tu commences à faire de l'argent, la pire affaire que tu peux faire, c'est acheter un auto de luxe. Mais lui, il l'a vu autrement. Il a acheté sa première Porsche, puis il a rejoint le club de Porsche Québec. Fait qu'il y avait des clients potentiels dans Et il est allé chercher plein de clients. Plein de clients. Fait que là, tu te dis, OK, ça peut être comme un investissement au final de genre, tu sais, moi, mon acquisition de clients, je vais le faire vraiment en allant serrer des mains dans des réseaux où je veux travailler. Ça peut être la même chose. Puis là, je te parle de Porsche Québec, mais les boys aussi qui ont des Honda Civic montés, là, qui se rejoignent à la pataterie de ton village, c'est tout du monde qui vont s'acheter des maisons parce qu'ils travaillent en construction, puis en mécanique, puis etc., etc. Vas-y, là, si c'est ton trip. Je pense que, tu sais, identifie un peu. J'ai un autre de mes collègues que lui, il a grandi sur des lacs dans le Nord. Il a tout le temps eu un quai puis des bateaux. Puis c'est ça son trip. C'est un gars de bateau. Mais dis-moi, 80% de mes clients, ils viennent du lac. Je me promène les fins de semaine en bateau. Je m'accoste à un quai de gars que je connais. Oups, rencontre un de ses chums qui veut se trouver un chalet bord de l'eau dans le coin, serre la main, donne sa carte. C'est rendu son client. Fait que je pense. Puis même, tu sais, le jour que quelqu'un dans ton domaine, que ce soit la création de contenu vidéo, je sais que tu travailles dans des festivals, tu as travaillé à Gatineau dans un festival d'humour, si je ne me trompe pas, mais tu sais, veux pas ça, quelqu'un qui serait un de tes chums qui est comme, hey Jay, je taguerais Long, genre, avec toi pour cette fin de semaine-là, juste pour le trip, je vais te chauffer, whatever. Mais ça, c'est le genre d'événement que tu t'en vas serrer des mains, tu parles à tout le monde, tu peux closer des clients facilement, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Mon seul conseil, en fait, c'est au début, sois obsédé par l'obtention de nouveaux clients au lieu d'être obsédé par devenir le meilleur courtier qui connaît tous les détails de son domaine. C'est impossible. Ça va arriver sur ta carrière au complet. Là, tu sais. Ça ressemble à ça. C'est un très bon conseil. Ça fait plaisir. J'en prends bonne note. Je ne vais pas relancer le courtier, mais j'en prends bonne note. Tu peux le faire pour les sites web, Jay. Ben oui, pour les sites web. Fait que je pense que c'est ce qui conclut l'entrevue avec le fondateur du Club Nordique.
Bastien Carrière. Merci de. Je te remercie d'être venu à mon podcast. Ça fait plaisir. Jay, merci d'avoir accepté Ça de fait grandement l'animer. plaisir. T'es la personne à qui j'ai pensé direct. T'as dépoussiéré un animateur de podcast. Ben, c'est ça, j'ai vu ce que tu faisais. Je me suis dit, il est capable. You got it. Ben, c'est super. Merci d'être venu. Merci d'avoir écouté aussi tout le monde. Merci. On se voit très bientôt dans le prochain épisode du Club Nordique. Bye bye. Peace.